Vous, Sonia Crimi, vous êtes l'une des révélations, je le disais, de l'Assemblée nationale. Ça vous va, révélation de l'Assemblée nationale? Je ne sais pas, révélation ou pas, mais... En tout cas, vous êtes là ce soir. En tout cas, effectivement. Considérée, je sais que ça vous agace un peu, mais considérée comme la première frondeuse de la majorité pour avoir osé défier dans l'hémicycle l'un des ministres les plus puissants du gouvernement, Gérard Collomb. Tous les étrangers de France ne sont pas des terroristes. Tous les étrangers de France ne sont pas d'indélicats fraudeurs aux aides sociales. Dire le contraire, c'est jouer avec les peurs, c'est jouer avec les mots. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. C'était le 19 décembre dernier à l'Assemblée pour dénoncer la sévérité de la politique de Gérard Collomb en matière d'immigration. 2 mois après, pas de regret, Sonia Crimi? Pour demander un équilibre. Un rééquilibrage. Voilà, pour poser la question effectivement sur ce rééquilibre. Si vous posez effectivement la question aujourd'hui, comment vous trouvez-vous votre question? Je la trouve juste. Quand vous revoyez comme ça Juste. Vous trouvez juste? Vous n'avez pas voté, pour les personnes qui ont voté En Marche, vous n'avez pas voté ni pour des godillots, ni pour des frondeurs. Dire qu'on souhaite modifier une partie de cette loi ne veut pas dire que d'être contre cette loi, ni être pour les yeux fermés. Alors, Sonia Crimi, on va essayer de mieux vous connaître avec Camille tout à l'heure. Mais pour l'instant, on parle laïcité dans ces politiques. On l'a vu avant la pub, c'est une vraie passion française. Et c'est l'une des actus de la semaine. Brice Couturier, vous l'avez répété, vous n'êtes pas le porte-parole du Printemps républicain. Vous êtes l'un des signataires, en revanche, de ce manifeste. Non, mais pourquoi inviter Elisabeth Badinter? Mais c'est factuel. Je dis juste, vous êtes l'un des signataires. La question que posait notre enquête, c'était sur le fond. Est-ce que le Printemps républicain est en train de gagner la bataille des idées, y compris au sommet de l'État? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais juste faire un conseil à ma voisine. Soyez surtout pas frondeuse, parce que regardez ce qui est arrivé aux frondeurs du Parti socialiste, du groupe socialiste de la précédente Assemblée. Ils étaient 40, il y en a 2 qui ont été réélus, c'est Régis Juanico et Laurence Dumont. J'étais spectatrice de la vie politique. Tous les autres ont été liquidés par l'électorat. J'étais spectatrice de la vie politique. On reviendra sur ce point, parce que c'est très important. On va y revenir tout à l'heure. C'est quand même un peu bizarre dans cette société française où on refuse d'avoir un avis contraire. Non, mais c'est le mot frondeur que je reprends. Mais on va en reparler. On va en reparler. Mais la laïcité, ça vous passionne, Brice Couturier? Non. Bah si. C'est pas mon sujet. Alors pourquoi vous avez signé ce manifeste alors? J'en signe d'autres. Je suis aussi syndicaliste. Je suis aussi, enfin syndiqué, pas syndicaliste. Je suis aussi syndiqué. Vous m'interrogez pas sur mes apparences syndicales. Donc non, parce qu'on a fait ce choix-là ce soir. C'est un tort parce que moi je suis pas venu pour parler du Printemps républicain. J'ai aucun titre à en parler. Invitez-les. Il y a des dirigeants. Vous avez cité Laurent Bouvec, un de mes amis, et il vous en parlera très bien. Ou Elisabeth Badinter qui en parle mieux que moi. Moi, mon combat, c'est de faire connaître. C'est ce que je fais tous les jours à France Culture, c'est de faire connaître les pensées alternatives à l'étranger. Moi, mon truc, ça s'appelle le tour du monde des idées. Je fais ça tous les jours. Je fais un peu de pub à 11h53 sur France Culture. et j'essaie de faire connaître ce qui se passe, ce qui se pense à l'étranger. Et là, vous m'enfermez dans le vieux débat entre laïcs et anti-laïcs. Vous verrez, il est extrêmement stérile, ce débat. Alors, vous verrez bien à 20h50, quand on arrêtera cette émission, qu'on aura parlé du monde des idées et de vos casquettes et de ce que vous pensez, Brice Couturier. Bon, si la laïcité vous intéresse pas, mais pourquoi? Si, ça m'intéresse, si vous voulez. C'est intéressant parce que moi, je vous parle de Macron et vous avez raison quand vous dites Macron, pour l'instant, hésite entre deux lignes. C'est très clair. Parlons du rapport d'Emmanuel Macron à la laïcité, pour le coup, si vous le voulez. On attend toujours, on le disait, le grand discours d'Emmanuel Macron sur cette question-là, mais on sait déjà ce que pensait le candidat Macron. Regardez, c'était en 2016. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une laïcité, il peut parfois y avoir un laïcisme. Lorsque certains, au fond, font de la laïcité une arme de combat, en l'espèce contre l'islam. Si on donne le sentiment que nous luttons sur des terres symboliques contre une religion, on vient tout fracturer, faire le jeu de certains, celui de la division et de la guerre civile. Alors, Brice Couturier, comment vous réagissez à ce que disait le candidat Macron à l'époque? Et il avait raison. Il faut une laïcité ni renforcée ni ouverte. Il faut la laïcité tout court. Et je pense que c'est autour de ça que travaille Macron. Il nous avait promis un discours d'éclairage en janvier, on l'attend toujours. Enfin, moi, la question de laïcité, vous remarquerez, n'est pas traitée dans mon bouquin parce que Macron ne la traite pas. Ouais. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir ce que Macron dit, ce qu'il pense et pourquoi il le pense, à partir de quelles études il le formule. Sur le plan de la laïcité, il est manifestement hésitant. Je souhaite
si je peux lui donner un conseil, ne soit ni du côté de la laïcité renforcée, endurcie ou de combat, si vous voulez, ni de celle de Sarkozy qui était ouverte. La laïcité, c'est la laïcité, c'est une des valeurs fondamentales de la République. Il faut l'assumer, je pense que c'est ce qu'il fera. Sonia Crimi, vous êtes une des élus de la nation. Je pense que la laïcité n'a pas besoin d'être défendue. Je pense que retomber dans une idée à vouloir défendre la laïcité, c'est jouer le rôle des extrêmes aujourd'hui. C'est comme les extrémistes musulmans qui veulent défendre l'islam. C'est comme le FN qui veut défendre la France. Disons les choses très, très franchement. On n'a pas besoin des personnes qui nous divisent. Ça veut dire que selon vous, le printemps républicain n'a pas vocation à exister. Écoutez, la laïcité, elle se pratique. La laïcité, c'est la vie de tous les jours. La laïcité n'a pas besoin de tribunes et des personnes qui vont s'entretuer encore et encore sur des thèmes, sur des théories. Voilà. Donc, regardons de près le travail de l'Observatoire de la laïcité, dont je souligne le travail remarquable dans les hôpitaux, dans les instances de la République, dans les écoles. La laïcité, c'est la pratique. Voilà. La laïcité n'a pas besoin d'être défendue. Vous voyez, Brice Couturier, vous allez forcément bien devoir répondre à ça. Vous l'avez dit, alors appelons les choses par leur nom. Allez-y. Vous avez une liste Bianco, vous avez une ligne Gilles Clavreul, l'ancien directeur de la DILCRA, de la Direction interministérielle de lutte contre le racisme. Qui a émis son rapport cette semaine. Qui a émis son rapport cette semaine. Il est clair qu'à gauche, il y a deux lignes. Il y a celle de Clavreul et il y a celle de Bianco. Nous verrons bien. Personnellement, vous l'avez compris, je crois, je suis plus proche de celle de Clavreul, mais je ne suis pas là pour la défendre. Moyennant quoi, les gens qui veulent s'informer aillent regarder ce que racontent les uns et les autres, et puis ils se feront leur idée. Alors, ceux qui nous regardent vont peut-être se faire aussi leur idée. On en parlait tout à l'heure, la laïcité a été au cœur de la semaine avec ce rapport Gilles Clavreul. Gilles Clavreul, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas n'importe qui. Non, c'est un préfet, il est proche de Manuel Valls. C'est un membre fondateur du Printemps républicain. Et Gilles Clavreul, on le connaît surtout comme le monsieur antiracisme de Manuel Valls. C'est lui, alors qu'il était Premier ministre, qu'il avait nommé, vous venez de le dire, à la DILCRA, la délégation interministérielle de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et déjà, il s'était fait connaître à l'époque par son ton tranché, parfois polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Et sa spécialité, c'est de défendre une laïcité intransigeante contre ceux qu'il considère comme trop indulgents face au fanatisme ou au communautarisme. Et c'est ce qu'il fait de nouveau dans ce rapport. Il alerte, par exemple, sur l'influence de l'islam rigoriste dans certains quartiers, qui va même jusque dans des établissements scolaires. Je le cite, les manifestations d'affirmation identitaire se multiplient et se diversifient. Et ce rapport, de nouveau, vous l'évoquiez, Brice Couturier, il a ravivé la guerre entre ces deux camps. Celui, donc, d'un côté, pour faire bref, Manuel Valls, le Printemps républicain, d'une laïcité qu'on qualifie de stricte, de dure, ça dépend des termes choisis. Puis de l'autre côté, Jean-Louis Bianco, qui est à la tête de l'Observatoire de la laïcité, qui, lui, défend ce qu'on appelle une laïcité plus ouverte. Et Jean-Louis Bianco, en tout cas, il a très mal accueilli ce rapport qui est sorti cette semaine. Voilà ce qu'il en dit. Manque de rigueur méthodologique, méconnaissance des actions déjà mises en œuvre par les pouvoirs publics. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible de s'entendre sur cette question de la laïcité? On a l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un débat à la fois figé et hystérique. Je suis d'accord. C'est dommage. Ces deux adjectifs sont excellents. Figé et hystérique. Donc, il faut déshystériser, si vous voulez. C'est évident. Moyennant quoi, dans le rapport de Clavreul, il y a quand même des choses qui sont assez troublantes et inquiétantes. Cette cartographie des situations problématiques, ça fait écho, évidemment, au territoire perdu de la République. Personne ne peut nier que ça existe. Moyennant quoi, maintenant, l'État est dans une situation difficile, parce que c'est très difficile à gérer, bien entendu. Il ne faut surtout pas provoquer. Il ne faut surtout pas provoquer de flashback. Mais il faut assumer pleinement une laïcité dans les endroits où elle est défiée. Si vous voulez. Il y a des endroits où elle est défiée, cette laïcité. Elle doit s'affirmer. Sonia Crimi? C'est pas, en fait, ce sentiment d'impuissance qui va avec la recherche de coupables. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on recherche des coupables. À chaque fois, quand on parle de cette laïcité fermée où il faut imposer, il faut arrêter les mamans qui rentrent dans les écoles avec voile, il faut savoir qu'on touche à 5 millions de musulmans ici. Et dire cela, ce n'est pas être naïf et c'est ne pas être laxiste. Dire cela, c'est de dire respecter les gens qui vivent en France aujourd'hui et qui pratiquent leur religion en paix. J'ai envie de dire aujourd'hui, laissons-les tranquilles. Mais bien sûr. Encore une fois, le problème, ce n'est pas l'islam. On n'a aucun problème avec l'islam. C'est une religion monothéiste, historique, très intéressante, très utile, parce qu'elle donne des garde-fous dans une société qui en manque.
Mais l'islamisme est un problème parce que c'est une instrumentalisation d'une religion. Vous comprenez, on a connu ça dans ce pays depuis longtemps. Quand les catholiques instrumentalisaient la religion catholique pour essayer d'influer sur les pouvoirs publics, pour obtenir des lois en faveur de leur religion, on s'est battu. Les laïcs, nous les laïcs, on s'est battu contre elle. On a fait refluer cette religion. Aujourd'hui, elle est dans la sphère privée, elle est tranquille et pacifique. On espère qu'avec l'islam, ça se passera de la même façon. Mais pour que ça se passe de la même façon, il faut faire preuve de la même fermeté. Philippe Delerme, est-ce que vous avez un avis de citoyen sur ces questions de laïcité? Est-ce que ça vous inquiète d'ailleurs quand on parle de recul de la laïcité Non, moi, je pense que ça me paraît assez juste de penser que le mot laïque suppose qu'on puisse pas dire laïque plus ou laïque moins, quoi. C'est un mot absolu. En plus, j'appartiens à une histoire donc familiale avec des parents instituteurs très très laïques, etc. Donc une époque aussi parce que j'ai un enfant du baby boom, mon âge, on comprend ça. Et donc voilà, origine paysanne et puis après les parents instituteurs qui tenaient beaucoup effectivement la laïcité. Cela dit, mon père avait failli être curé quand même. Mais donc, on a tous nos contradictions, vous savez. Ça se passait beaucoup comme ça quand même. Quand on était bon en classe, souvent, le curé souhaitait qu'on soit curé ou l'instituteur souhaitait qu'on soit instituteur. Alors, par chance pour moi, il est devenu instituteur. Thomas, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas là. Et par chance pour nous aussi, donc par ricochet. Thomas, dans ce débat, tout le monde se réclame beaucoup de la loi de 1905. Pour que ce soit bien clair et parce qu'on ne la connaît pas tous par cœur, cette loi de 1905. Moi non plus. Elle dit quoi, cette loi? Alors, j'aimerais qu'on revienne sur 3 points de la loi de 1905 et vous faire réagir. Alors, vous n'êtes représentant de personne, mais tout de même, en tant que Brice Couturier, peut-être vous avez un avis sur cela. Premier aspect, un mot, libéral. Aristide Briand, quand il défend sa grande loi en 1905, dit qu'elle est d'essence libérale. Il dit dans son discours, elle est respectueuse de toutes les croyances pour éviter les luttes confessionnelles. Ça, c'est du Macron en campagne dans le texte. Deuxième élément, sur lequel j'aimerais que vous rebondissiez peut-être tout à l'heure, rappelons que la loi de 1905 n'interdit pas les signes religieux dans l'espace public. L'espace public, ça peut être une sortie d'école, ça peut être une sortie scolaire, ça peut être une plage. Vous voyez à ce que je fais allusion peut-être. Et puis, troisième dimension de cette loi qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette loi de 1905 prévoit des sanctions, des amendes, des contraventions. Et ces contraventions, elles sont de même nature pour sanctionner le prosélytisme, donc le fait de pousser au développement de sa religion. Et quand vous évoquez les territoires perdus, on voit à peu près à quoi vous pensez. Mais c'est aussi les mêmes sanctions quand on interdit à quelqu'un d'exercer sa religion. C'est l'article 31 de cette loi de 1905 qui propose donc ici les mêmes sanctions si on force quelqu'un à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Alors, est-ce que la loi de 1905 est encore applicable aujourd'hui ou est-ce que vous pensez que, compte tenu de l'évolution de la société et des dangers que vous pointiez pour la République, cette loi de 1905, il faut la faire évoluer? Brice Couturier. Personnellement, je suis pour la loi de 1905 dans toute son étendue et quel que soit l'interlocuteur. En particulier, sur ce que vous dites sur le libéralisme m'intéresse beaucoup puisque je fais un portrait du président comme un libéral de gauche. Ouais. Alors précisément, le libéralisme consiste à n'attribuer à la société aucune définition définitive et collective du bien absolu. La grande différence entre le libéralisme et les autres idéologies, c'est que précisément, nous les libéraux, nous sommes conscients qu'il y a une pluralité des systèmes de valeurs et nous essayons de les faire coexister harmonieusement. Nous ne voulons pas imposer une religion, une définition du bien ou une définition de la morale. Bon. Et là-dessus, la laïcité est très utile parce qu'elle permet effectivement non seulement de faire coexister, mais je dirais de mettre en concurrence les différents systèmes de valeurs et les différentes religions. Là où on trouve son plaisir, son bonheur et sa vérité, on a le droit de continuer et de prospérer. Et quand vous mettez en concurrence les différentes filières, les idéologies et les religions, vous dégagez celle qui satisfait le mieux à l'intérêt collectif. Moi, je vais revenir sur les 2 derniers points. Sur effectivement cette loi qui ne comportait pas à l'époque l'interdiction des signes religieux. Je vous dis simplement la façon dont on est passé la risée du monde entier à l'époque du burkini. Attendez, c'est quelques personnes, voire 2 ou 3, et on était la risée du monde. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne sais pas, je pense qu'énormément de personnes ne savaient pas ce que ça veut dire burkini. Et je trouve que ça stigmatisait plus
des femmes, mais des hommes, parce que quand on est radicalisé, on ne part pas à la plage. C'est très simple. Non, mais c'est très simple. Ça peut paraître, voilà, mais c'est très simple. Et au niveau des sanctions, il y a des sanctions qui existent sur la loi de 1905. Appliquons-les. C'est pas parce qu'une loi ne s'applique pas très bien, c'est pas parce qu'on n'applique pas réellement une loi qu'on doit revenir à chaque fois sur cette loi. Je suis contre cette inflation législative qu'on a en France. Voilà, appliquons juste notre loi. Allez, vous êtes d'accord sur cette dernière Oui, réponse? oui, ce sera le absolument. mot de la fin sur ce sujet, puisqu'on D'accord, ok, comme ça on va parler d'autre chose. Allez-y. Non, je veux juste dire que Non, vous êtes lancé, allez-y. le burkini est une invention extravagante d'une Oui. styliste australienne qui a voulu visiblement provoquer en inventant une mode ridicule qu'on n'a jamais vue dans aucun pays du Maghreb, entre parenthèses. Allez, il est 20h15, vous regardez ces politiques, la laïcité. On y reviendra dans ces politiques dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et on attend évidemment le discours et la position d'Emmanuel Macron sur cette question fondamentale qu'est la laïcité. Sonia Crimi, Oui. je le disais, vous êtes l'une des révélations de ces dernières semaines à l'Assemblée depuis cette intervention face au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur la question de l'immigration. Mais on ne peut pas résumer votre parcours à ça. Mais Camille Gérard est donc là pour nous aider. Votre portrait en 3 dates, Camille. Oui, Sonia Crimion, on va essayer de comprendre en quelques minutes qui se cache donc derrière cette première frondeuse, ou alors j'ai même lu la femme qui Mon défie Gérard Collomb. Attention, alors la première date, c'est janvier 2006. C'est une photo de votre collection personnelle. Vous venez tout juste d'arriver de Tunisie et vous tombez par hasard sur Dominique de Villepin. Oui. Hein, et c'est vous qui m'avez parlé de ce moment-là. Et parce que si vous faites cette photo, c'est que déjà, vous admirez l'engagement en politique. Et déjà aussi, vous ne vous sentez ni particulièrement de gauche, ni particulièrement de droite. Mais il va y avoir pourtant quand même un épisode que vous allez particulièrement mal vivre dans la politique française. C'est la création du ministère de l'identité nationale sous Nicolas Sarkozy. Ça vous donne même envie de quitter la France, hein, ce pays à qui vous dites vous devez tout, ou en tout cas beaucoup, qui vous a accueilli pour faire vos études, qui vous a apporté une bourse, et vous engagez même des démarches pour partir au Canada, et puis finalement, vous allez rester en France. Oui. Il va y avoir ensuite une deuxième date, c'est novembre 2015. On peut parler d'un tournant, en fait. On voit sur cette photo Manuel Valls et Emmanuel Macron. Jusqu'à ce moment-là, vous êtes plutôt tendance Manuel Valls. Hein. Vous l'avez même rencontré lors d'un déjeuner avec l'entremise oui, Brice Couturier. Et oui, on apprend des choses de Pascal Bruckner. Et jusqu'à ce moment-là, Manuel Valls, il incarne pour vous une forme de courage, en fait. Parce que vous êtes déçu par la gauche qui n'a pas su s'emparer de ces questions d'identité, de religion, d'intégration. Mais vous n'appréciez pas du tout le débat sur la déchéance de nationalité. Hein. Vous dites qu'à ce moment-là, vous ressentez que c'est comme s'il y avait des Français de Ligue 1 et des Français de Ligue 2. Et votre regard, il va se tourner donc vers le deuxième homme de la photo, Emmanuel Macron. Il retient votre attention. Voilà ce que vous dites de lui. Il a été le seul à dire, contrairement à Manuel Valls, que chercher à expliquer la radicalisation des djihadistes, ce n'était pas leur pardonner. On arrive à la troisième et dernière date. C'est juin 2017, celle de votre élection comme députée. Mais alors, c'est une élection surprise parce qu'en fait, vous êtes une candidate dissidente. Et oui, votre victoire, vous la dédicacez... Déjà un peu frondeuse. Hein. Déjà un peu frondeuse parce que donc, vous gagnez face à un candidat En Marche. Et votre victoire, vous la dédicacez quand même à Emmanuel Macron, même si vous avez failli faire battre son candidat. Tout ça, selon vous, c'est grâce à lui parce qu'il a déverrouillé le système. La question, c'est jusqu'où il a déverrouillé le système. Pascal Bruckner, dont je parlais il y a un instant, il vous décrit comme ambitieuse. Et d'ailleurs, il s'interroge sur votre sortie à l'Assemblée nationale qu'on a vue tout à l'heure. Il dit vraie conviction ou alors stratégie pour sortir un peu de ce marais des députés En Marche. Ils sont plus de 300 aujourd'hui. La question reste ouverte, Sonia Crimi. Alors que lui répondez-vous? Non, je lui réponds qu'il y avait une question à poser, que c'était mon anniversaire le 20 décembre, que je voulais poser une question. C'était très simple. Bon, voilà, c'était très simple. J'ai envoyé un message à Richard Ferrand. Le président du groupe En Marche à l'Assemblée. À notre président de groupe que je salue, qui nous laisse effectivement une marge de discussion en interne. Et c'est ce que je dis toujours, on sortira plus grandi après cette loi, on en parlera après. Mais effectivement, je valide ce qu'il a dit, mais je ne suis pas d'accord si c'est une stratégie de com, vraiment. C'était juste un sujet qui me tenait à cœur.
et mon anniversaire le lendemain. Voilà. Justement, Très simple. quand vous critiquez cette loi, Sonia Crimi, vous mettez en avant aussi votre histoire personnelle. Vous définissez vous-même comme une migrante, entre guillemets. C'est une question qui me touche quand même, parce que le droit des étrangers, contrairement à d'autres qui l'ont lu dans les livres, moi, je l'ai vécu. De l'arrivée en France jusqu'à la naturalisation. Donc, j'ai pratiqué ce droit. Je sais à quel point c'est difficile de faire ce parcours, même si je ne suis pas migrante, je ne suis pas une demandeuse d'asile, et encore plus pour les demandeurs d'asile. Donc, ma question était pour poser un équilibre, parce qu'en France, effectivement, je me rappelle très très bien de ce que Emmanuel Macron a dit. Il a dit que Angela Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe. Mais il a dit aussi... En accueillant 1 million de réfugiés en Allemagne. 500 à la fin. Ouais. Mais il a dit aussi qu'on ne peut pas accueillir chez nous les personnes qui ne peuvent pas être accueillies. Mais il n'a pas dit qu'on va diviser les droits de défense par 2. Vous voyez? Donc je reste cohérente. Oui, ce qui vous déplaît, c'est ce qu'il y a dans cette loi, c'est-à-dire que les recours le temps de recours est divisé par 2, etc. etc. Oui. La loi a été présentée cette semaine. Le coup d'éclat que vous avez fait le jour de votre anniversaire, quasiment à l'Assemblée, c'était il y a 2 mois. Est-ce que vous avez contribué à rééquilibrer cette loi? Est-ce qu'elle est rééquilibrée aujourd'hui ou pas encore? Alors, je l'ai posé aussi, je vous dis mon anniversaire ou autre, mais je l'ai posé ici parce qu'on a des remontées du terrain, parce qu'on écoute réellement et parce qu'on sent la loi et parce qu'on la voit arriver et parce qu'on a les premiers retours. Et on vous dit quoi sur le terrain? Effectivement, la loi, à l'époque, il y avait la circulaire, et la circulaire donnait une orientation. Donc, moi, je ne voulais pas qui autorisait à aller arrêter les immigrés dans les centres de rétention. Exactement. Il y avait une circulaire qui était... d'hébergement, voilà, dans les centres d'hébergement, et on part et on essaye effectivement de voir qui a le droit à un asile et qui n'a pas. Mais on sent le terrain, on voit que cette loi, il y a un déséquilibre aujourd'hui dans cette loi. Encore aujourd'hui, donc pour être clair. Aujourd'hui, cette loi, elle répond à beaucoup de points sur effectivement la protection des personnes, sur les femmes, sur l'excision des petites filles, sur la réunification des familles pour les réfugiés mineurs. Donc, elle répond à plusieurs points. Mais effectivement, elle ne s'inscrit pas dans une démarche et dans une stratégie globale. Réellement, quand on arrive aujourd'hui en France, est-ce qu'on a besoin que le ministère de l'Intérieur s'approprie de tout le sujet? Moi, aujourd'hui, ce que j'ai besoin de voir en plus, quelle est notre politique de logement et comment elle est inscrite dans la loi? Quelle est notre politique de santé? Quelle est notre politique de justice? Parce que quand vous regardez la loi de près, c'est une loi du ministère de Justice. Mais vous dites il y avait les remontées de terrain, mais justement, vous ne vous sentez pas en décalage avec l'opinion française? On voit tous ces sondages d'opinion qui, eux, vont dans un sens de demande de plus de fermeté, de durcissement de la législation. On ne fait pas la loi, sinon on revient à l'ancien régime en ayant les yeux rivés sur les sondages. Sinon, Simone Veil, elle n'aura jamais fait voter sa loi. Sinon, en 81, voilà, pour l'IVG. Sinon, en 80, l'abolition de la peine de mort, on ne l'aura jamais effectivement voté. Donc, moi, je pense que le travail aujourd'hui d'un élu, c'est essayer d'expliquer et être pédagogue sur le fait. Par exemple, ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, c'est qu'il y a 100 000 étrangers qui quittent la France tous les jours. C'est qu'il y a 200 000 Français qui partent tous les jours. Tous les ans. Et c'est qu'il y a 200 000 expatriés, parce qu'on appelle les Français qui partent à l'étranger, on les appelle expatriés, et les autres qui viennent vivre en France, c'est les immigrés. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, on ne dit pas tous ces chiffres-là. On ne les dit pas aujourd'hui. Et la droite et la gauche... C'est aussi pour ça que vous avez pris la parole effectivement. Dans l'hémicycle. Vous aviez vu l'intervention de Sonia Crimi, Philippe Delerme, à l'époque? Du tout. Du tout. J'ai découvert, mais... Qui n'a pas je comprends que en fait, le procès de se mettre en avant, je pense qu'on en est tous là. Hein. On se met en avant, journaliste, écrivain. Donc, voilà. Merci, monsieur.